On vous renvoie au 30 janvier dernier, souvenez-vous, après plusieurs semaines d'affrontements, les Kurdes de Syrie et le gouvernement de transition syrien signaient un accord. Cet accord a acté l'intégration progressive des forces militaires et de l'administration de la zone autonome kurde au sein de l'État syrien. Avec Amar al-Hamidawi, Pauline Godard, bonjour Pauline, vous vous Bonjour êtes Elisabeth. rendue justement pendant une dizaine de jours sur place pour tourner un reportage pour la case reporter, l'émission reporter. Vous venez de rentrer du nord-est syrien, mais aussi du Kurdistan irakien, où vous êtes allé sonder évidemment la population à la rencontre des Kurdes. S'il y a des Kurdes d'ailleurs, quels sont leurs espoirs, leurs rêves aujourd'hui d'un un grand Kurdistan, pardon, est-il toujours possible? On va commencer par la tradition, c'est l'image. La photo que vous avez sûrement réalisée, vous, et que vous nous ramenez du terrain. Racontez-nous ce qu'elle nous dit et ce qu'il y a derrière. Alors, ce qui est intéressant dans cette photo, c'est de voir justement donc ces familles, ces familles. Alors là, on est dans le Rojava, on est dans le Kurdistan syrien, et en fait, ces familles sont sur le bord de la route avec ce drapeau. Ce drapeau, il représente le Kurdistan irakien. Mais à la base, ce drapeau, en fait, c'est le drapeau du Grand Kurdistan, et c'est le Kurdistan irakien qui l'a du coup maintenant adopté. Je rappelle que le Kurdistan irakien, c'est la seule région autonome kurde qui est reconnue officiellement. Et donc, ce qu'on a pu voir, c'est cette unité. L'unité, en fait, entre les Kurdes syriens, que l'on voit ici, et les Kurdes irakiens, puisqu'ils ont dans leurs mains ce drapeau donc du Kurdistan irakien. Et ils sont là, en fait, pour applaudir et accueillir l'aide qui est en train d'arriver du Kurdistan irakien pour les Kurdes syriens, parce qu'on sait, vous la rappeliez, qu'il y a eu ces combats, et cette unité, eh bien, entre ces deux peuples kurdes, elle n'avait été quasi jamais vue, et c'est pour ça que c'est assez finalement exceptionnel dans un sens de voir, eh bien, qu'ils étaient là pour applaudir l'arrivée de cette aide, et qu'il y avait vraiment une entente, une unité qui s'est faite entre les Kurdes syriens et les Kurdes irakiens. Voilà, une union qui est même allée au-delà, hein. Oui, tout à fait. Elle est allée au-delà, cette union. Ce qui s'est passé dans le Rojava, ça a uni donc les Kurdes syriens aux Kurdes irakiens, on le disait à l'instant, mais ça a aussi uni aux Kurdes de Turquie et aux Kurdes d'Iran. Pour comprendre un peu comment ça se passe en fait, et qu'on comprenne comment est répartie cette population kurde, on le voit sur cette carte. Donc sur cette carte, vous le voyez en fait, tout ce qui est en vert, c'est la population kurde. Et en fait, la population kurde, elle est répartie. Donc il y a les Kurdes de Turquie qui sont dans ce qu'on appelle Bakour, qui signifie en kurde le nord. Il y a les Kurdes de Syrie, au Rojava. Donc ici, ça c'est la Syrie, les Kurdes du Rojava. Donc Rojava, ça veut dire en kurde ouest. Et il y a aussi le Kurdistan irakien, donc Bachour, qui est ici, juste là. Et après, nous finissons sur le Rojalat, donc le Kurdistan iranien, qui veut dire en kurde est. Donc c'est vraiment, si on devait se représenter un jour un grand Kurdistan, eh bien en fait, on prendrait du coup les quatre bouts qui se trouvent dans ces quatre pays pour rassembler le peuple kurde dans le Grand Kurdistan, ce qu'ils appellent le Grand Kurdistan. Alors pourquoi est-ce que les Kurdes se sont sentis lésés lorsqu'il s'est passé ça au mois de janvier, et que l'armée syrienne a avancé justement vers les positions kurdes et dans le Rojava qui était autonome entre guillemets. Le déclencheur, en fait, ça a été le fait que Washington les ait laissés tomber. Ils ont été vraiment choqués par l'attitude des États-Unis qui, disent-ils, les ont tout simplement abandonnés. Les Kurdes syriens, en fait, ils ont l'impression, et les Kurdes d'ailleurs en général, ont l'impression en fait que l'histoire ne fait que se répéter, et souvent malheureusement dans le mauvais sens pour eux. Le 6 janvier dernier, quand le président de transition Al-Shara a décidé de mettre un terme à l'emprise kurde, donc sur l'est du pays, il y a eu ces 3 semaines d'affrontements entre l'armée syrienne et les forces dominantes kurdes, les FDS, et à ce moment-là, ils ont demandé l'aide des États-Unis. Et les États-Unis, eh bien, qui soutiennent maintenant Al-Shara, le président syrien, leur ont tout simplement dit non. Je vous propose de regarder un extrait de notre reportage, et vous allez comprendre que c'est vraiment un ressenti qui est très profond chez les Kurdes syriens. Le lendemain, nous retrouvons Taha. Avec sa femme, ils sont déçus par le récent soutien des États-Unis au gouvernement syrien. Pour eux, Washington a oublié que sans les forces kurdes, l'État islamique n'aurait pas été vaincu.
Nous avons beaucoup donné. Aucune maison n'a été épargnée. Nous avons eu beaucoup de martyrs. Pendant 14 ans, nous avons combattu contre Daesh. La coalition, notamment les États-Unis, ne nous a pas lâchés. Elle nous a trahis. Les autres pays sont tout simplement à leurs bottes. Vous vous trouviez donc, Pauline, au Rojava, en Syrie, donc, quand l'accord a été annoncé. Comment ça a été accueilli par la population kurde syrienne ? Ça a été accueilli avec beaucoup de méfiance, même si les autorités kurdes ont bien sûr tenté de les rassurer. On a pu interviewer Ilham Ahmed, qui est une haute responsable de l'autorité autonome kurde syrienne, et Rolat Afrin, qui est la commandante en chef des YPJ, qui sont ces Kurdes syriennes, ces combattantes kurdes qui sont très connues et qui ont notamment œuvré à mettre fin à l'État islamique en Syrie. Elles nous ont toutes les deux dit la même chose. En fait, le but principal de cet accord, c'était quoi ? C'était de mettre fin au bain de sang. C'était ça qu'ils voulaient principalement, les Kurdes. Ils ne voulaient pas que ça aille plus loin. Mais de nombreux Kurdes syriens nous ont dit pendant ce reportage qu'ils se méfiaient quand même beaucoup du président de transition, Al-Shara. Il faut rappeler qu'il a ce passé de djihadiste et c'est ça en fait qu'eux retiennent, ce passé de djihadiste. Et puis il y a eu aussi ces massacres il y a quelques mois, ces massacres des Alaouites en Syrie. Donc ils sont méfiants aussi par rapport à ça, même si Al-Shara a présenté certaines garanties comme quoi les droits kurdes allaient être respectés, la culture, la langue à l'école, mais ça c'est pareil, pour l'instant ce n'est pas inscrit dans la Constitution, ça va faire l'objet d'autres négociations encore. Et il y a aussi beaucoup d'inquiétudes sur leur liberté, et notamment la liberté et les droits des femmes. La femme dans la société kurde a une place qui est importante. Elle peut être en politique, elle peut être aussi combattante, elle peut être à la tête d'une armée. Et ça, c'est des choses, ils ont peur en fait que tout ça leur soit peut-être retiré. En tout cas, même si pour l'instant, il n'en est pas question. Et c'est vrai que c'est une des grosses inquiétudes, une des grandes inquiétudes. Je vous propose d'écouter justement un extrait, encore une fois, de notre reporter. Et c'est Tara qui donne ses impressions par rapport à ça. Le 30 janvier dernier, tout bascule pour les Kurdes syriens. Leurs autorités signent un accord avec le président Ahmed Al-Shara, même si de nombreux Kurdes n'oublient pas son passé djihadiste. Cet accord acte la restauration de l'autorité de Damas sur le nord-est du pays, un revers pour le Rojava. Le Rojava a appris et s'est habitué à vivre avec sa propre culture. Nous avons vécu dans une démocratie entre guillemets. Eux, ce ne sont que des radicaux, des terroristes, des islamistes. Le monde s'est habitué à les voir en tenue de djihadistes, mais ils n'ont fait que changer leur costume. Taha ne pourra jamais leur faire confiance. Je ne peux pas imaginer que je descende demain dans la rue et que je me retrouve avec des gens cagoulés, ne voir que leurs yeux, qu'ils me disent qu'ils sont policiers, ou voir ma sœur, ma femme, ma fille obligées de porter le niqab. Il est impossible que je supporte ça. On parlait d'unité au début de cette chronique, unité des peuples kurdes. Malgré ce qui s'est passé au Rojava, beaucoup de Kurdes rêvent toujours d'un grand Kurdistan, finalement. Oui, finalement, ça reste quand même évidemment dans un coin de leur tête, que ce soit les Kurdes irakiens avec qui on a pu parler, les Kurdes iraniens qui soutiennent aussi les Kurdes syriens. Ils nous ont tous expliqué voilà, que ce rêve, c'était de faire partie de ce grand Kurdistan et de voir ces 4 régions finalement dont je vous parlais tout à l'heure, enfin peut-être un jour réunies. Et c'est notamment ce que nous a dit Émir, qui est lui un réfugié kurde iranien et il est réfugié au Kurdistan irakien. Pour le peuple kurde, dispersé en Turquie, en Syrie et en Iran, le Kurdistan irakien reste un refuge. Un exemple de ce que pourrait être un jour le grand Kurdistan, dont beaucoup rêvent, notamment Émir. Pour moi, cet endroit, c'est comme se retrouver dans la maison de son grand-père. Le Kurdistan irakien est comme ça pour les Kurdes d'Iran, de Turquie et de Syrie. Quand l'un d'entre nous a un problème, comme par exemple avec un parent, nous savons que la porte de notre grand-père sera toujours ouverte. C'est ce que nous ressentons au Kurdistan irakien.
Voilà, encore une histoire bouleversante finalement. S'il a pu se réfugier au Kurdistan irakien, c'est grâce à l'entraide entre Kurdes finalement. Complètement. Émir, il a été blessé par balle lorsqu'il a participé aux manifestations, lorsque le mouvement Femmes, Vie, Liberté a démarré suite à la mort de Mahsa Amini, qui elle-même était une Kurde iranienne. Il a ensuite fait de la prison pendant 1 an et demi. Il est sorti de prison et il a continué à être harcelé par les autorités iraniennes. Et finalement, il n'a pas eu d'autre choix au bout d'un moment, c'est ce qu'il nous a expliqué finalement, de fuir. Son avenir a tout simplement été brisé puisque comme il a fait de la prison, il ne pouvait pas poursuivre ses études, lui qui rêvait d'être infirmier. Et c'est grâce en effet à cette entraide entre Kurdes qu'il a réussi à fuir. Il a fui, il nous a dit, avec juste les vêtements qu'il portait sur lui. Il nous a expliqué que les autorités iraniennes avaient gardé, confisqué son passeport. Et c'est grâce donc notamment, il est rentré en contact avec des personnes du PDKI. Donc c'est un parti iranien qui est exilé au Kurdistan irakien. Ce parti a notamment également une branche armée et on a pu suivre leurs entraînements, notamment dans la montagne. Alors, on ne peut pas donner l'endroit exact où on était pour des questions de sécurité, mais ça se trouve dans la vallée du Balissan et c'est pas très loin. On est au Kurdistan irakien, pas très loin de la frontière avec l'Iran. C'est avec l'aide du PDKI, le Parti démocratique du Kurdistan iranien, qu'Émir a pu rentrer au Kurdistan irakien. Le PDKI est doté d'une milice armée. Chaque jour, ses femmes et ses hommes s'entraînent. Leur camp se trouve dans les montagnes, dans la vallée du Balissan, non loin de la frontière avec l'Iran. Je rêve toujours d'un Rojalat libre et des 4 régions du Kurdistan libres et unies. Sima a quitté le Rojalat, le Kurdistan iranien, il y a 3 ans pour devenir peshmerga. Elle a rejoint ses 2 frères, eux aussi des combattants. Pour elle, c'était la seule façon d'être utile à son peuple. Plus de 10 millions de Kurdes vivent en Iran. Je n'ai pas étudié ma langue maternelle pendant près de 12 ans. Tout était en persan. Quand je suis arrivée ici, je ne savais pas écrire en kurde. Cela illustre l'injustice. On nous prive même de notre propre langue. Alors, Sima et Émir racontent l'oppression et le fait de ne pas pouvoir être kurde finalement dans son propre pays, en Iran, ne pas pouvoir parler sa langue, comme l'expliquait Sima, ne pas pouvoir porter aussi les habits traditionnels kurdes. C'est pour ça aussi que quand on a passé ce moment avec Émir, c'était important pour lui et il voulait montrer qu'il pouvait enfin, en tout cas au moins en étant au Kurdistan irakien, eh bien, porter ces habits kurdes qui lui sont si chers. Bon, on comprend bien que finalement, dans votre reportage, vous nous montrez, vous nous décrivez les visages des Kurdes. Vous avez donc beaucoup voyagé à travers de ces territoires. Vous êtes notamment rendu aussi au nord-est du Kurdistan irakien, à la frontière cette fois avec la Turquie. Oui, tout à fait. Et ce qui est marquant, en fait, quand vous arrivez, c'est de voir dans les montagnes, notamment les sites militaires qui ont été installés par la Turquie depuis des années. Alors là, on voit à nouveau cette carte qui permet de comprendre en effet la répartition du peuple kurde dans cette région et sur ces 4 pays. Et donc, on a vu, en fait, alors évidemment, il faut quand même zoomer pas mal avec la caméra pour pouvoir voir bien en détail ces sites militaires. Il y en a donc, je le disais, une quarantaine de sites militaires kurdes qui sont donc à l'intérieur du Kurdistan irakien. Ils se sont installés là en toute impunité pour combattre le PKK notamment. Le PKK, c'est le parti du Kurdistan qui est des travailleurs du Kurdistan. Il est considéré comme un mouvement terroriste par la Turquie, par les États-Unis et par l'Union européenne. Et là, vous voyez, on voit bien en fait sur ces images, tout ça, ce sont des installations turques en territoire irakien. Donc, et les villageois en fait se retrouvent pris finalement dans les combats très régulièrement. Alors certes, il y a eu la signature d'un accord entre le PKK et la Turquie, c'était le 12 mai 2025. Ils ont annoncé la dissolution du PKK, la fin de la lutte armée. Mais ce que nous ont raconté ces villageois kurdes irakiens, en fait, c'est qu'ils continuaient à avoir peur, qu'ils ne croyaient pas la Turquie, que ça faisait des années que ça existait. Et il faut quand même bien comprendre qu'il y a certains de ces villages
Donc je le répète, on est en territoire irakien, Kurdistan irakien. Il y a certains de ces villages qui étaient plus hauts dans la montagne et ils ont été obligés finalement petit à petit de redescendre et de descendre de plus en plus leur village pour pouvoir tenter d'être un petit peu à l'abri. Mais bon, ils ne sont pas très confiants et ce qui les dérange aussi dans tout ça, c'est qu'ils ont l'impression aussi d'être lâchés finalement par les autorités kurdes irakiennes par rapport à ces combats qui avaient lieu. Alors ils nous ont dit, c'est vrai, que là, depuis quelques mois, ça s'était calmé. Mais comme ils nous ont dit, ils restent sur leur garde. Ils ont peur que ça reprenne à tout moment. Merci beaucoup, Pauline, pour cet avant-goût de ce grand reportage à découvrir évidemment sur nos antennes. Ce sera samedi.